Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la gémologie. Alors aujourd'hui, on va définir ce qu'est la gémologie et on va expliquer quelques notions de base pour mieux cerner cette discipline. Mon but, c'est de faire en sorte que cette vidéo soit la plus accessible possible. C'est pour ça que je vais rester très simple, quitte à simplifier quelques notions. Donc si jamais il y a des notions que vous avez envie d'approfondir ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Commençons par la définition. La gémologie, c'est une science appliquée non destructive, consacrée à l'étude, l'identification et la connaissance des gemmes. Alors cette définition, elle est un peu brute, du coup on va la décomposer pour mieux la comprendre. La première partie de cette définition nous dit que la gémologie est une science appliquée. Une science appliquée, c'est une science dans laquelle on cherche à répondre à une question. Donc dans le cas de la gémologie, la question à laquelle on cherche une réponse, c'est quelle est cette gemme ? Ensuite, on nous dit que la gémologie, c'est une science non destructive. Cette précision, elle est là parce que quand un gémologue va analyser une pierre, il peut pas se permettre de l'abîmer, il peut pas se permettre de la casser. Parce que le client qui lui aura confié cette pierre, il veut récupérer sa pierre intacte. Donc c'est pour ça qu'en gémologie, pour identifier une pierre, on ne peut pas tester sa dureté ou sa solidité, parce que ça abîmerait la gemme. Enfin, la définition nous dit que la gémologie est consacrée à l'étude, l'identification et la connaissance des gemmes. Bon, cette partie de la définition, elle est assez simple à comprendre. À part pour une toute petite précision, c'est quoi une gemme ? Le dictionnaire à Larousse nous dit que le mot gemme vient du latin gemma et que c'est un mot qui sert à désigner les pierres précieuses et les pierres fines transparentes. Mais encore une fois, c'est pas très précis, alors on va essayer d'aller un peu plus loin. Tout d'abord, on pourra utiliser le mot gemme pour parler de minéraux sous l'état cristallin. C'est le cas des pierres précieuses, notamment le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude pour les plus connus, mais également de nombreuses autres pierres fines, comme le quartz, la tourmaline ou encore le grenat. Vous allez parfois entendre parler de pierres semi-précieuses, mais il faut savoir que ce terme est interdit depuis la mise en vigueur en 2002 du décret relatif au commerce des pierres gemmes et des perles. Si ça vous intéresse, le lien du décret est en description. On pourra également utiliser le terme gemme pour parler de minéraux sans structure cristalline, c'est-à-dire des minéraux amorphes. C'est le cas par exemple de l'obsidienne ou de l'opale. Enfin, le terme gemme s'appliquera aussi à certaines matières organiques, comme la perle ou l'ambre. Ce sont donc toutes ces matières que le gémologue doit connaître et savoir identifier. À l'état brut, une gemme cristallisée peut appartenir à l'un des 7 systèmes cristallins suivants. Le système cubique, hexagonal, rhomboédrique, quadratique, orthorhombique, monoclinique ou triclinique. Ces systèmes cristallins sont définis par des règles de symétrie qui vont influencer le comportement de la lumière au sein de la gemme. À l'opposé, les pierres sans structure cristalline sont dites amorphes. En général, les gemmes cristallines sont transparentes et les gemmes amorphes sont translucides ou opaques. Parlons maintenant de l'échelle de Mohs. L'échelle de Mohs a été inventée en 1812 par le scientifique allemand du même nom et classe les minéraux en fonction de leur dureté. Cette échelle part de 1 pour la dureté la plus faible jusqu'à 10 pour la dureté la plus élevée. Et chacun des échelons est représenté par un minéral. Dans l'ordre, nous avons le talc, le schiste, la calcite, la fluorite, l'apatite, l'orthose, le quartz, le topaze, le corindon et enfin le diamant. Il faut savoir que ici, la dureté est définie par la résistance à la rayure. Ce qui veut dire qu'un minéral qui serait classé à 10, par exemple le diamant, est extrêmement résistant à la rayure, mais qu'il n'est pas incassable. Cela veut aussi dire qu'un minéral qui serait classé à 8, par exemple le topaze, est capable de rayer toutes les matières qui sont classées en dessous de 8 ou égales à 8, mais ne peut pas rayer les matières classées au-dessus de 8. Cette échelle, elle est indispensable pour la définition scientifique d'une gemme. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser une pierre pour en découvrir la nature, cette échelle, elle est totalement inutile, puisque comme nous l'avons dit plus tôt, la gémologie est une science non destructive. Donc le gémologue ne peut pas tester la dureté d'une gemme au risque de l'abîmer. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment on fait pour identifier une gemme. Lorsqu'un gémologue a une gemme sous les yeux, la première chose qu'il fait, c'est une analyse visuelle à l'œil nu. Pour commencer,
à discerner les premiers indices qui vont lui permettre d'identifier la gemme. Une fois que la gemme a été observée à l'œil nu, le gémologue va aller chercher son outil préféré, la loupe à grossissement x10. Cette loupe, elle a deux caractéristiques qui sont indispensables pour un gémologue. Elle doit être aplanétique et achromatique, ce qui signifie qu'elle ne doit pas déformer l'objet que l'on observe et qu'elle ne doit pas déformer la couleur de l'objet que l'on observe. Grâce à la loupe, le gémologue va potentiellement commencer à voir des inclusions. Une inclusion, c'est un élément prisonnier dans une gemme. Il y en a des dizaines et des centaines de types différents. Certaines inclusions sont exclusives à une gemme, tandis que d'autres inclusions se trouvent dans de multiples gemmes. Grâce à ces observations, le gémologue va pouvoir faire un premier tri pour avoir une meilleure idée de quelle gemme il est en face de lui. L'observation à la loupe suffit rarement à identifier une gemme. À ce moment-là, le gémologue a accès à d'autres informations pour identifier la pierre qu'il a en face de lui. Parmi ces informations, on va avoir la fluorescence ou la non-fluorescence de la gemme, sa densité, ou encore le comportement de la lumière au sein de la gemme que le gémologue peut étudier grâce à plusieurs outils, notamment le polariscope ou le réfractomètre. Il existe des laboratoires spécialisés dans l'identification des gemmes. En France, nous avons le LFG, pour Laboratoire de Gémologie français, mais à l'international, les laboratoires les plus connus sont le GIA et le HRD. Ces laboratoires émettent des certificats d'authenticité, en quelque sorte des pièces d'identité qui regroupent toutes les informations autour d'une gemme. Et notamment, dans le cas des diamants, les 4C. Les 4C sont les 4 critères qui vont permettre de définir la valeur d'une gemme. Bien que ces critères aient été inventés pour le diamant, ils peuvent s'appliquer dans une certaine mesure à toutes les pierres gemmes. Le premier critère, c'est le carat. C'est l'unité de poids utilisée pour peser les gemmes. Un carat est égal à 0,2 g. Cette unité, elle vient du caroubier, qui est un arbre méditerranéen dont les graines pèsent toutes 0,2 g. Il faut savoir que sur le marché des pierres précieuses, on vend les pierres au poids. Par exemple, on va vendre une pierre à 10 € du carat, ou 100 € du carat, ou 1000 € du carat, ou plus pour les plus grosses pierres. Le deuxième critère, c'est la couleur. Dans le cas du diamant blanc, la couleur va être évaluée sur une échelle allant de D, pour le blanc parfait, à Z, qui va commencer à être un diamant légèrement teinté, généralement un peu jaune ou gris. Au-delà de cette échelle, on parle de diamants fancy couleur, c'est-à-dire des diamants de couleur. Parce que oui, le diamant n'est pas seulement blanc, il peut avoir quasiment toutes les couleurs. Le troisième critère, c'est la taille, the cut en anglais. La taille la plus connue est la taille ronde, aussi appelée taille brillant. Cette taille est composée de 57 facettes. La partie haute de la pierre est appelée couronne et la partie basse est appelée culasse. La partie séparant la couronne de la culasse est appelée rondiste. Cette terminologie, elle s'adapte à toutes les autres tailles de pierre. Parmi les plus connues, on retrouve le RPC, pour rectangle à pan coupé, l'ovale, la poire ou encore la marquise. Le dernier critère, c'est la pureté, the clarity en anglais. La pureté, c'est-à-dire la présence ou l'absence d'inclusion au sein de la pierre. Généralement, la présence d'inclusion dévalue le prix d'une pierre. Mais il y a des exceptions pour certaines inclusions très rares qui vont être recherchées et qui vont donc faire augmenter le prix de la pierre. Parlons maintenant des gemmes de synthèse. Une gemme synthétique est une gemme qui a été créée artificiellement en laboratoire et qui recopie parfaitement son équivalent naturel. Par exemple, un saphir synthétique a exactement la même composition qu'un saphir naturel. Cependant, la pierre synthétique et la pierre naturelle n'ont pas grandi dans les mêmes conditions et elles vont donc avoir quelques toutes petites différences visuelles qui vont permettre de les identifier. Malheureusement, les techniques des laboratoires évoluent de plus en plus, ce qui rend de plus en plus difficile la distinction entre gemmes synthétiques et gemmes naturelles. Enfin, il y a les gemmes artificielles qui, elles, n'ont pas d'équivalent naturel. C'est le cas du YAG, par exemple,
qui vient imiter et remplacer le diamant dans certains cas, mais qui n'a pas la même composition que le diamant. Je vais m'arrêter là pour cette introduction à la gémologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. S'il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je compte sur vous pour vous abonner. Et à très vite dans de prochaines vidéos.